Bonsoir et bienvenue. Alors, Afro-Cyberféminisme, c'est un cycle de rencontres qui questionne les enjeux contemporains posés par les technologies numériques au regard de l'Afrique et de ses diasporas, en explorant la place du genre et de la racialisation. Ce cycle s'inscrit dans le sillage d'Octavia Butler. Octavia Estelle Butler, 1947-2006, est la plus célèbre représentante de la littérature de science-fiction africaine-américaine. Pionnière et passeuse, elle n'est pas seulement une écrivaine. Pour Adrienne Maree Brown, qui a dirigé l'anthologie Octavia Brood, les travaux d'Octavia Butler ne sont pas que des livres à lire, mais l'occasion de réfléchir de manière critique aux outils et aux compétences dont nous avons besoin en tant qu'êtres humains pour créer le monde que nous voulons. Octavia Butler voyait l'avenir comme un lieu très similaire au monde actuel. Même si elle portait un regard plutôt pessimiste sur notre capacité en tant qu'humains à surmonter nos luttes contre le racisme, le sexisme et d'autres formes d'oppression, elle continua d'exprimer un espoir post-apocalyptique qui suppose que même dans des conditions les plus oppressives, notre capacité d'agir reste intacte. La séance de ce soir est particulière car il s'agit d'une carte blanche, laissée à Mélissa Lavo, qui a accepté quelques-unes de nos propositions supplémentaires. Merci Mélissa. Mélissa Lavo, musicienne, compositrice et bientôt dramaturge canadienne d'origine haïtienne. Les influences culturelles de Mélissa Lavo se centrent sur l'afroféminisme américain, les luttes pour les droits des personnes marginalisées et la pratique artistique afrofuturiste. Alors, d'autre part, je voulais aussi insister sur le côté expérimental de ce cycle et de la programmation en général, car en fait, chaque date va être très, très différente à chaque fois pour nous, et elle explorera à chaque fois un format particulier, avec une place importante laissée aux propositions des artistes. Outre les invités de ce soir, qui vous seront présentés au fur et à mesure, nous tenons à remercier Katie Stewart, autrice, et Estelle Prudent, artiste, qui sont dans la salle. Merci. Merci. Et qui produiront pour l'une une fiction et un travail visuel pour la seconde, issu de la rencontre de ce soir. Merci à Intense Art Magazine, notre partenaire média. Et merci également... Alors, donc ça, c'est une partie effectivement qu'on a tenté de faire. Kenyé Tegia, qui est dans la salle, qui porte des prothèses auditives, nous avait demandé de prendre des notes, parce qu'il y a une équipe qui prend des notes et un compte-rendu sera fait de cette rencontre, qui sera disponible sur le site afro-cyberféminisme en français.org, et de les présenter et de les projeter en direct, parce que entendre pour Kenyé, c'est une chose, mais lire permet justement de régler la compréhension complète. Voilà, nous avons tenté toute l'après-midi, mais il y avait beaucoup de choses et promis, vu ce qu'on est arrivé à faire aujourd'hui, la prochaine séance, ça va être en place. Voilà. La prochaine rencontre, la iPhone Lab, Carmen, présentera Afro Cyber Neuro-Cyber Afrofeminism. C'est une présentation en anglais, donc excusez-nous, mais il y a beaucoup d'images, donc j'espère que vous pourrez suivre. Et la prochaine rencontre aura lieu le 21 mars avec Anapi, Elsa Dorlin et Mehdi Derfoufi. Voilà. Merci Elissa, à toi. J'ai rien fait encore. Alors bonsoir, merci d'être aussi nombreuses et nombreux. Je suis hyper contente de présenter. Je ne suis pas encore prête. Je vous préviens tout de suite, comme ça détend le truc. On peut se... Et j'ai choisi de travailler sur Henrietta Lacks, parce que moi, quand j'ai commencé mes études universitaires, j'étais en biologie et ensuite en biochimie. En fait, en biochimie, ensuite j'ai lâché la biochimie et puis la biologie.
Et éventuellement, je suis passée à la bioéthique parce que je n'arrivais pas à saquer mes camarades de classe qui étaient tous pré-med, avant d'être médecins. Et j'avais envie de leur dire quoi faire parce que je trouvais que le contact entre les médecins et les patients n'était pas exact, ni correct, il n'y a aucune transmission en fait, aucun échange. Donc ça, c'est mon premier amour, c'est un peu la médecine et l'éthique. Et quand j'étais en biologie, j'ai appris l'existence de ces cellules immortelles qui ont contaminé presque toutes les cellules du monde. Celle de Henrietta Lacks, hello, qui est une jeune femme qui est décédée à l'âge de 31 ans, qui avait 5 enfants, dont une morte, décédée, qui a développé un cancer du cervix et très rapidement, les cellules se sont multipliées à un stade, à une vitesse assez phénoménale. En 2 mois, elle était morte en quasi. Et elle était admise à l'hôpital Johns Hopkins dans la section pour gens colorés. Et à sa mort, ils ont fait une autopsie, ils ont prévenu son mari qu'il faisait une autopsie. Ils n'ont pas dit pourquoi. Et en fait, ils ont commencé à commercialiser ces cellules qui étaient les premières cellules à se multiplier sans fin. Ces cellules, on les utilise pour presque tout aujourd'hui. On les utilise contre le sida, contre d'autres cancers, le diabète, etc., etc., etc. Donc, cette femme nous a sauvés presque tout. Presque tous et toutes. Et moi, ça m'a toujours fascinée et beaucoup touchée parce que comme on voit dans les élections américaines, à la fin de la journée, c'est toujours les femmes noires qui ont sauvé la planète. Et tout d'un coup, on se retrouve avec Henrietta Lacks qui, physiquement, après sa mort, reste immortelle et continue de nous sauver. Du coup, je trouvais que ça marchait bien et ça collait pas mal avec mes intérêts littéraires, dont l'afrofuturisme et Octavia Butler, Nnedi Okorafor, pour citer quelques autrices. Et cette soirée va un peu comprendre différents éléments. J'ai essayé de préparer quelque chose. On va voir ce que ça va donner plus tard. Et du coup, je vais vous présenter un extrait du film qui présente juste Henrietta Lacks telle qu'elle est, parce que ces cellules sont seulement connues sous le nom ELA. Maintenant, on dit que c'est Henrietta Lacks, mais pendant très longtemps, pour les commercialiser et se faire énormément de fric, les laboratoires les ont juste nommés ELA. Et même on commençait à la citer en tant que dire Helen Lane, et que c'était une femme blanche. Blablabla. Ils ont complètement fabriqué une histoire. Donc, on a choisi un extrait, et c'est celui de Henrietta Lacks pour la présenter telle qu'elle était. Elle était un pilier de la communauté, et elle était resplendissante. Et c'est extrait d'un film qui a été produit par Oprah Winfrey, The Immortal Life of Henrietta Lacks. Bonne soirée. Henny made the good come out of you. She made life come alive. Every year, a carnival would come to town and we'd ride the Ferris wheel. And when our car stopped at the top, we'd scream. Just scream! Cootie, when did you move to Charter Station? December 1942. If the Japanese ain't attacked, colored never would have had jobs over there at Bethlehem Steel. That's right. Day used to work the night shift, so around 11, me and Henny would sneak over to the Twin Pines. Amos Milburn playing on the box. Down the road. Me and Henny would swing out heavy. Swinging out heavy. 2-step across the floor. Well, if you want to hear some out of the places, it's just Moby and a knockout bass. The drum man started on 8 feet back. Now you remember me talking on baby that is slack. Man, it's better than chicken fried bacon grease. Come on with me, boys, just down the road a piece. While I walk on down the road. Come on, y'all. Dance. Keep going, man. I'm right behind you. Rebecca, tu ne vas pas lire Octavia Butler après ça? C'est un extrait de... Ah, j'ai oublié le nom du livre. Moi, je connais la trilogie. Dawn. C'est la trilogie Lilith's Brood. Et c'est une femme qui va sauver la planète. C'est d'ailleurs basé sur l'histoire de Henrietta Lacks. Octavia Butler la découvre et elle écrit un récit sur une planète Terre qui est presque entièrement décimée. Il reste quelques humains, dont une femme qui est récupérée par une race alien qui guérit son cancer.
afin de lui donner une autre mission. Le papier, ça va. Vas-y, tu vas expliquer. Ok. Cette cicatrice, dit-elle en se touchant l'abdomen, je ne l'avais pas quand j'étais sur Terre. Pourquoi les autres m'ont-ils fait ça? Tu avais une excroissance, répondit-il. Un cancer. Nous t'en avons débarrassé, sinon il t'aurait tué. Elle se figea. Sa mère était morte du cancer. 2 de ses tantes avaient souffert de cette maladie qui avait valu à sa grand-mère 3 opérations chirurgicales. Maintenant, elles étaient toutes mortes, victimes de la folie de quelqu'un d'autre. Mais apparemment, la tradition familiale ne s'était pas éteinte avec elle. « Qu'est-ce que j'ai perdu en plus de mon cancer ?» demanda-t-elle doucement. « Rien. Même pas quelques centimètres d'intestin, mes ovaires, mon utérus? Rien. Mon parent s'est occupé de toi. Tu n'as rien perdu que tu ne veuilles garder. » « Votre parent est celui qui m'a opéré? » ?»« Oui. » Avec beaucoup de soin et d'intérêt. Une doctoresse humaine était à ses côtés, mais elle était vieille et mourante. Elle s'est contentée d'observer et de faire des commentaires. Mais comment pouvait-il savoir comment procéder? L'anatomie humaine doit être totalement différente de la vôtre. Mon parent n'est pas mâle ni femelle. Le nom désignant son sexe est Ouloy. Il comprenait ton corps parce qu'il est Ouloy. Ton monde ne manque pas de morts et de mourants à observer. Notre Ouloy finit par comprendre ce qui est normal ou anormal pour le corps humain. L'Ouloy qui s'est rendu sur ta planète a enseigné ses découvertes aux autres. Mon parent a étudié les tiens presque toute sa vie durant. Comment a-t-il fait? Elle imagina des humains en cage, agonisant pendant que des yeux attentifs examinaient de près leurs moindres contorsions. Des sujets vivants disséqués en même temps que des cadavres. Des maladies guérissables portées jusqu'à leur conclusion fatale au nom des études de l'Ouloy. Ils observent. Ils ont des organes qui ne servent qu'à ça. Mon parent t'a examiné, a étudié quelques-unes de tes cellules normales, les a comparées à ce qu'il avait appris des autres humains et a conclu que tu avais non seulement le cancer, mais un certain talent à ça. Un talent? Une malédiction, oui. Mais comment a-t-il pu le déduire juste en observant? Peut-être que percevoir serait plus approprié. Il emploie d'autres sens que la vue, et il sait tout de toi à partir de tes gènes. Maintenant, il connaît tes antécédents médicaux et bien des choses sur ta façon de penser. Il a fait quelques expériences. Vraiment? J'ignore si je pourrais lui pardonner, mais franchement, je ne vois pas comment il a pu exciser un cancer sans endommager l'organe sur lequel il croissait. Mon père n'a pas excisé ton cancer. Il ne t'a pas touché. Il voulait juste l'examiner directement avec tous ses sens. Il ne l'avait encore jamais fait personnellement. Lorsqu'il a fini, il a suggéré à ton corps de réabsorber le cancer. Il a suggéré à mon corps? Oui. Mon parent a donné à ton corps ce qu'on peut appeler un ordre chimique. C'est comme ça que vous guérissez le cancer des vôtres? Cette maladie n'existe pas chez nous. Lilith soupira. J'aimerais pouvoir en dire autant. Elle a fait assez de ravages dans ma famille. Elle ne te fera plus de mal. Mon parent dit que les cellules cancéreuses sont belles, mais faciles à prévenir. Belles? Il lui arrive de percevoir les choses différemment. As-tu faim, Lilith? Voilà de quoi manger. Merci Rebecca. Je vais présenter Carmen de Hyphen Labs, il me semble. Oh, right here. Carmen va faire partie du collectif d'artistes et de scientifiques qui s'appelle Hyphen Labs. Ils sont principalement intéressés par la neurobiologie, la neuroscience et les thèmes et l'art et le thème de surveillance, technologie, de nouveaux médias et d'installation immersive. Take it away. This is my first time presenting in French, so sorry for my English. Whenever the presentation, there we go. So I'm Carmen, and I am part of a collective of women from all over the world. My partners are Ece in Barcelona, who is Turkish, and Ashley, who's in New York, who is Black, and we
also collaborate with women in Mexico and Canada and Russia and Greece, as well as anybody who really wants to work with us. So our recent project, Neurospeculative Afrofeminism, toured kind of the US Film Festival through virtual reality. And this is an immersive experience that highlights speculative products, virtual reality, and scientific research. So we created products and this whole experience thematically rooted in the idea of surveillance and security and Black women and their role and influence in technology and the future. One day, Ashley and I were speaking and Skyping with Ece, and Ashley is a speculative neuroscientist, so she wants to be more involved in neuroscience and understand why we make the decisions that we do, and she asked where are all the Black women in neuroscience. And so we were looking around, and within the scientific community, they're asking that question as well, so we thought that it was an important thing to start talking about. So it started with products. We created a roster of different tangible items that actually exist. The first being a transparent sunscreen, something that does not leave a white film on the skin. Looking at products that exist in our culture and in our spaces now, and trying to say, okay, this wasn't developed by or for women of color or Black women. So what exists, and how can we reimagine these things? So this is a prototype of, this is just a render, but we didn't make a solution, but this is starting to ask people, start designing, especially young people, with your body and your experience in mind. The next one is ScatterViz, and this is a visor that we created that reflects microaggressions. So it's a microaggression deflecting visor. And it is made of a dichroic material, so when you put it on, the reflection of the aggressor is then reflected back at them. It's also mirrored in our VR experience, and we're starting to think about what kind of protection are we going to need in these future virtual spaces. This is the prototype, and we created this with a designer, AB Screenware, in New York. The next one that we created is a homage to Octavia Butler, and these are called the Octavia electrodes. And these are transcranial stimulation devices that are embedded inside hair extensions so that you can access them with braiding techniques. We find that a lot of technologies that are quite useful, that can actually augment our experience, put us into hyperflow and focused states, are really available for like bald men. And when I put it on my hair, there's not enough electrode to scalp contact. So when Ashley tries to use that, she definitely can't. So we wanted to remix and reimagine that technology. Same thing with virtual reality glasses. If you put it on and you have a flatter nose, you see a lot of light coming in. If you have big hair, you have to redo your hair. If you have glasses, it's uncomfortable. So a lot of the designers who are creating the technologies that we're being marketed to aren't looking outside of themselves. And so it goes into that like technological and digital discrimination. That's something that we want to subvert and avoid. And so in the VR experience, hopefully some of you guys had a chance to experience it. It takes place in a hair salon. So the idea is that at a hair salon, you could also get your brain optimized. These are places that historically have been safe havens for political activation, social awareness, community building, and they've been healing spaces. So we wanted to empower users of this new technology through those spaces, but then subvert them. Like, you wouldn't think that somebody who's going to optimize your brain would be in a hair salon, which is why maybe mainstream people wouldn't go there.
So when it does become mainstream, we'll be like, well, we've already been here. The next product is called RubyCam. And this is an homage to Ruby Bridges, who we were wondering like what would happen if she had audio and video embedded into her earrings. And so we decided to design kind of a door knocker earring that had that could start recording police brutalities. This happened after 2 black men had been killed in the U.S. and it really affected us. And we wanted to give women in the community some type of autonomy in order to protect their communities. And then the last textile or product that we made is Hyperface, and this was with Adam Harvey. The last one was with Michelle Cortez. And we started looking at Snapchat, and we noticed one day Ashley had, we really like the eyes from like Nazar and like Turkish culture. And she had a necklace with eyes, and we were looking at it, and it wouldn't see her face, obviously, because of algorithmic bias, you know, but it would see these eyes. So we said, okay, let's make a textile that can throw off computer vision, and we can have 1,000 faces in this textile, and it'll still see your face, but it will also see all of these other faces. So if a lot of people are wearing it, it can overwhelm a system because the faces would become dynamic as we move around. And then if enough people are wearing it, it could actually shut down a system. And it would also start diluting the machine learning libraries of nuanced faces that are being developed by adding these kind of 100% optimal triggers to those libraries. And then from that, we wanted to create a VR experience. And we chose VR because it's a very new technology, and we hadn't really seen any projects that were about women of color. And so we started developing the story of Fatima, who goes into Brooks's neurocosmetology lab and meets Naima, the kind of matriarch of the space, as well as Brooks, the scientist, and goes through a brain optimizing session. So at the festivals, we had 3 chairs, and we would show it in kind of like a salon style space where you have the front where you can buy all the products. None of them are really for sale, but then you have the salon, and then in the back you have like the brain lab, which is where tinctures are made, or you know, things are being developed. But we wanted to ground it in something that we knew. So we thought the salon chair was, you know, everybody's been to a salon. So it's made for, you know, young girls or our mothers or, you know, the people that we, or ourselves even, but then everybody can interact with it because everyone knows how to engage in a salon style space. So this is how we set up the installation. And then these are just some pictures so you guys can have some ideas of what it looks like inside the virtual space. And then you go into this future space where you meet these 3 characters or goddesses. And it's the Techno-Africanum culturist, the Wata Comuna Raiza, and the Bibliodataist. And they represent 3 different parts of our lives. Like the young or the youth who have, like, the right hand is the internet. She's like non-binary, or they're non-binary, and they communicate through the internet. And then the Wate represents nature and our relationship and how that develops as you kind of mature. And then the techno is the billion-year-old one who has like her own prosthetics, or makes her own prosthetics. She holds the galaxy in her hair. And then, but the whole project is really based around understanding what VR does, and if we can influence our prejudice and bias. And so we created a template and did research showing participants the VR, showing
participants implicit bias tests before and after. And if you guys don't know what those are, they're simple tests where you show, you have like an association, which is like good or bad, and you show a picture, and you have to respond within seconds to understand and gauge how biased you are. And so we created our own and then started to understand where the participants came from, what their backgrounds were, what type of work they do, what their upbringing is like. And we're trying to continue that. So this was the team for this project. We worked with people from all over the world and kind of put it together in a couple months. And I'm going to show you a video of kind of a teaser of the piece. So that's it. Thank you guys. Donc, ce que je voulais vous proposer, en fait, c'était de faire une sorte d'expérience immersive entre chansons et des extraits de voix que, comme j'ai fait il y a quelques années avec une très bonne amie et collègue, Alice Garlocourt-Gliss, mais il y a eu quelques complications technologiques. Du coup, je vais vous faire écouter certains extraits et je vais vous chanter des chansons à côté qui sont un peu reliées au thème de ce soir. La première, du coup, est en a cappella, donc je n'ai pas besoin de guitare. Copper brown, melanin, heaven sent. There's a glow hidden under my skin. We are faded, heaven slated. I am filled in a flame. Give you love, I'll give you more than love. I'll give you love, I'll give you more than love. I'll give you love, I'll give you more than love. I'll give you love, I'll give you more than love. C'est un extrait de chanson que j'ai pas encore fini d'écrire. Mais l'idée, en fait, c'était que Henrietta nous a donné plus que d'amour. Elle nous a donné des cellules immortelles, elle nous a sauvés, elle nous sauvera tous. Et je pensais à elle, en fait, Copper Brown, Melanin. Et dans un thème un peu de la médecine et du développement en gynécologie, si vous ne le saviez pas, les femmes noires en Amérique, les femmes noires qui ont été d'abord esclaves, notamment 3 dont on connaît le nom, seulement 3, Lucy, Betsy et Anarcha, étaient à la base de recherche sur la médecine gynécologique par un médecin dont je ne citerai pas parce que j'oublie son nom, parce qu'il n'est pas important. I said what I said. Du coup, Lucy, Betsy et Anarcha, elles ont servi aux premières opérations pour rectifier les fistules. Ce médecin est un héros, apparemment, mais il opérait sur ces femmes sans anesthésie. Et il se trompait assez souvent parce que c'est une expérimentation, en fait. Du coup, il a opéré sur ces femmes plusieurs fois sans anesthésie.
Et c'est un miracle qu'on ait encore leur prénom, en fait. Donc, pour moi, ça me rappelle un peu des lynchages et ça me rappelle un peu des corps de femmes noires qu'on a sacrifiés au profit de la médecine et au profit de tout le monde, sauf les femmes noires. Moi, je verrai que t'es dans la douche, accent même collé. Dans je m'agave, mais la devenir faux. Le GG, côté vous planter, clos. Pas mandem pour qui ça, même qui j'aime, ça me va bleuer et dégager. Tout souvenir que vous y connaissez, livré je vais nommer, même ouais haché, même ouais tout plein. M'a posé souci pito, posé. Moi j'ai pied baigné, côté rété, j'ai dans la douche, accent même collé. Dans je m'agave, mais la devenir fort. Le GG, côté planté, clos. C'est vent capamné, c'est danse la menée, c'est vent qui ménage, nous regardons corrige, c'est comme si nous garage, c'est comme une foule assemblée, c'est raté pour c'est renagué, c'est Racine qui a voulu, c'est Racine qui n'a gardé. Moi, j'ai bien baigné, côté mété, j'ai dans la douche, accent même collé. Dans je m'agave, mais la devenir fort. C'est le rap GG, côté vous planter, clos. Dans je m'agave, mais la devenir fort. Le rap GG, côté vous planter. Merci. Prochaine chanson est une chanson issue de mon nouvel album qui s'appelle Radio Sewell, mais passons. Cette chanson, elle a été chantée au départ des Américains qui avaient occupé l'île de 1915 à 1934. À leur départ, Ludovic Lamotte écrit une chanson autour du dieu, plutôt d'une divinité par contre, dans le vaudou haïtien qui s'appelle Nibo, Guédé Nibo, qui représente la rébellion. J'aime bien dire la vengeance, mais j'ai une voisine qui croit beaucoup au karma. Elle dit, il ne faut pas parler de vengeance. Mais si j'avais été une divinité, si Henrietta devient une divinité, je pense qu'elle a tous les attributs d'une divinité dans le vaudou haïtien, elle pourrait l'être facilement. Du coup, je lui ai dédié cette chanson. Et c'est parfait aussi pour elle parce que pour célébrer la plupart des divinités dans le vaudou, il faut danser, il faut chanter, il faut jouer du tambour, il faut faire l'amour aussi. C'est très Henrietta. Vin nager, vin chanter, vin nager, mon animal. Si vin chanter, vin nager, vin chanter, mon animal. Si vin nager,
Sylvie Nantais, Sylvie Chantais, mon animaux. Sylvie Chantais, Sylvie Nantais, Sylvie Nantais, dans chaque niveau. Vin chanter, vin danser, vin chanter. Mon animaux, Sylvie Chantais, vin danser, vin chanter. Mon animaux, Sylvie Chantais, Sylvie danser, Sylvie danser, dans chaque niveau. Sylvie Chantais, Sylvie danser, Sylvie danser, dans chaque niveau. Que tenimos, se yo nemi aguan, que tenimos, limache apanyal, que tenimos, se yo nemi aguan, que tenimos, la mache apanyal, limache apanyal, yele live, que tenimos, yele live, que tenimos. My reign was meant to be alone. Skin radiates like a poison shine. Skin radiates like a poison sun. You scale the shark with knives, close shave taken to your. You scale the shark with knives, close shave taken to your eyes. What's your line? What's your line? Don't think you care for me. What's your line? What's your line? You're here for fame and glory. What's your line? What's your line? Should my mind go? What's your line? What's your line? It's about your ego. What's your line? What's your line? What's your line? What's your line? What do you slay? Stuck your hero down. Notice the bloodshed from my. Got you a monster down. Notice the bloodshed from my crown. What's your line? What's your line? Don't think you care for me. What's your line? What's your line? You're here for fame and glory. What's your line? What's your line? Should my mind go? What's your line? What's your line? It's about your ego. What's your line? 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 You hear the pain, you hear the pleasure, radiant child. I know there's nothing for you. You hear the pain, you hear the pleasure, radiant child. Oh my doll, you know I don't cut corner. I am the king, I am the queen, I am the queen, you do not reign. I am the queen of bones, I am the queen of bones,
Merci. Je vais quand même jouer genre 2-3 extraits, le début et la toute fin de ce que j'avais essayé de parler pour aujourd'hui. Si je me souviens, on me passe. Du coup, ça commence avec des extraits de sons d'hôpitaux. Pas ça, après ça. You better get yourself ready, girl, cause you have no idea what you're getting yourself into. J'avance un petit peu. And voices of the women themselves. Il y a des bips. Et j'avais un problème fou avec les voix. Si on coupe les voix, on coupe les batteries. They want it to A little arcane to people, whether this woman sells On entend un peu des voix. have been paid for, what kind of acknowledgement she should get. Ça parle un peu de la vie de Henrietta et aussi la vie de Lucy et Betty à Narca. Peut-être je ferai une présentation plus tard, un autre jour, où je me sens plus confortable avec la technologie. L'ironie de cette soirée qui s'appelle l'afro-cyberféminisme. Je sais. I said what I said. Et du coup, si on continue, il y a différents extraits du film, mais aussi d'interviews. OK. Sérieux comme ça? Between the manual test and the vagina, you're going to feel a pinch. And the manual test and the anus is so much. C'est une poète qui s'appelle Bettina, quelque chose, qui a vécu un peu des expériences similaires que Henrietta et qui s'est sentie comme une. En fait, j'ai que gardé les batteries apparemment et pas les voix. Et du coup, ça continue comme ça avec différents extraits de voix, différents extraits de différentes femmes poétesses, de Rebecca Skloop, qui a écrit la biographie de Henrietta, de médecins. Et enfin, j'imaginais que, parce que j'avais entendu parler de Henrietta qui avait des cellules qui sont parties dans l'espace. On dust particles. Parce qu'en fait, ces cellules, elles sont hyper. To suck cells out of one dish and put them in another. En fait, elles contaminent. They will essentially outgrow any cell that they... Et du coup, tout d'un coup, il y a Henrietta qui part dans l'espace. 4, 5, 4, 3, 2, 1. Il y a une autre batterie qui arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, end the test. Is it contact, Lloyd? Contact, 100% keen and what? Her name was Henrietta Lacks and she was 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end the test. Okay, we... Éventuellement, il y a un son de blast-off que j'ai trouvé de la NASA parce que je voulais mimiquer les sons, les bruits de machines respiratoires d'hôpitaux avec les bruits de l'espace où se retrouve Henrietta. Merci beaucoup. Et on va passer au débat. Bonsoir à tous. Et j'espère que vous avez déjà apprécié cette première partie. On va essayer pendant maintenant, on a 3 quarts d'heure, de discuter de ce qui a motivé Mélissa, de ce qui nous a réunis ce soir et peut-être de vous donner la parole si à un moment vous avez des questions ou envie de participer. Avec Oulimata, on a travaillé sur quelque chose qui était dans l'échange et dans le participatif. Mais avant de commencer ce débat, je vais donner la parole au seul homme blanc qui a été autorisé à parler ce soir. Nous allons, vous aurez la possibilité de voir à la fin de cette séance un extrait d'un film, enfin un film plutôt, qui participe à tout un projet
qui s'appelle Le dernier itinéraire de la femme immortelle et qui parle donc d'Henrietta Lacks. Et je vais demander donc à David Fati, qui est l'auteur de ce film et l'auteur de l'ensemble du projet, de venir nous expliquer au pupitre, oui c'est ça, passer à la question, Monsieur Fati, de venir nous expliquer ce qui a pu motiver. Je précise que David est quand même un invité que Mélissa a choisi, il n'est pas là par hasard, et donc autant je pense, sans trop me tromper, qu'elle a voulu, mais elle nous en parlera un petit peu après, incarner physiquement, ou en tout cas... Il ne s'est pas inséré de manière... Non, on ne laissera pas faire ça. Important. Et donc David va nous expliquer comment un jeune homme blanc s'autorise à travailler artistiquement sur Henrietta Lacks, et quelle est sa motivation, et qu'est-ce qu'il avait envie de dire, un peu plus sérieusement. À vous, David. Bonsoir. Déjà, je suis content parce que c'est sans doute la dernière fois de ma vie où je vais pouvoir représenter les hommes blancs entièrement. Je pensais qu'il y en avait déjà suffisamment pour faire ça. Mais oui, donc moi, j'ai fait un projet autour des cellules immortelles d'Henrietta Lacks et un peu aussi de sa propre vie, parce que je m'intéresse vraiment depuis de nombreuses années à tous les sujets qui touchent la science. Je n'ai pas un background artistique, j'ai étudié les mathématiques et l'informatique. Et donc j'ai toujours été intéressé par beaucoup de sujets qui touchent vraiment la limite entre les sciences et la politique. J'avais fait tout un sujet sur la bombe atomique et d'autres choses. Et donc les cellules est là, ça faisait un moment, et toute l'histoire d'Henrietta Lacks, ça faisait un moment que ça me trottait derrière la tête. Et je ne comprenais pas aussi pourquoi moi-même, justement en tant qu'homme blanc, moi aussi ça me touchait personnellement. Je me sentais qu'il y avait des choses derrière, presque métaphysiques, sur l'immortalité, qui étaient assez fascinants, terrifiants. Et donc j'avais entrepris ce projet qui a été exposé pour la première fois à Arles cette année, et qui est construit sous la forme d'une route, qui est une route métaphorique mais aussi physique, parce que j'ai retracé le dernier itinéraire, la dernière route d'Henrietta Lacks entre l'hôpital où elle est décédée et le cimetière où elle est enterrée. Et à travers cette métaphore de la route, j'ai voulu commencer à interroger toutes les problématiques éthiques, scientifiques, métaphysiques que ça soulevait. Et donc, la vidéo que vous allez voir, c'est le point final de cette expo. C'est un peu un moment contemplatif, donc c'est pour ça qu'il sera tout à la fin. Mais avant ça, on passe par tout un dispositif sur ces problématiques, dont évidemment la problématique de l'appropriation. Parce que toute l'histoire d'Henrietta Lacks, c'est vraiment l'histoire des hommes blancs qui prennent ce qu'ils veulent et qui repartent. Et moi, j'étais aussi sur cette route, en prenant des photos jusqu'au bout de cette route, et j'étais moi aussi un homme blanc en train de vouloir prendre ce que je voulais pour mon projet artistique et repartir. Et je savais qu'il fallait que je confronte cette problématique aussi. Donc il y a toute une partie de texte sur toute la question de l'appropriation et le parallèle entre l'appropriation de tous ces scientifiques blancs qui ont utilisé ces cellules et puis tous les artistes. Parce que j'ai étudié cette histoire aussi, mais il y a énormément d'autres artistes qui ont utilisé parfois juste l'histoire d'Henrietta Lacks, juste les cellules eux-mêmes. Et il y a une tension derrière qui m'intéressait, qui me faisait aussi un peu peur, parce que dès qu'on veut réduire l'histoire d'Henrietta Lacks à une belle histoire scientifique, il y a toujours une question raciale qui va se recoller par-dessus. Jusqu'à de nos jours, il y a encore des problèmes à ce niveau-là. Ils ont décodé son génotype et ils l'ont encore redonné à tout le monde gratuitement sans demander à la famille. Ça, c'était juste il y a 4-5 ans. Donc ça continue encore de nos jours. Voilà. Merci David. On appréciera le film à la fin de cette soirée. Alors, nous sommes ce soir, je ne vais pas représenter Mélissa, que vous connaissez tous. Je vais peut-être commencer par rapidement présenter Françoise Vergès, ou je vais la laisser se présenter un petit peu et nous expliquer pourquoi. Bon, alors non. Françoise Vergès, vous êtes de formation politologue. Vous avez écrit un livre que je conseille à ceux qui ne l'ont pas encore lu, qui s'appelle « Le ventre des femmes », et qui entre en plein champ dans ce qui nous intéresse ce soir, à savoir est-ce que quand on est une femme noire, quand on est une femme de couleur, une femme racisée, peu importe comment on s'appelle, mais quand on est une femme non blanche, qu'est-ce qui se passe dans nos corps? Qu'est-ce qui se passe pour nous vis-à-vis du corps médical, pour nous vis-à-vis de la façon dont nos corps sont utilisés, comment nous les réapproprions, comment nous pouvons encore à l'heure actuelle, maintenant, décider que les choses se passeront dans un futur afro-féministe différent et cyber peut-être,
on pourra l'évoquer tout à l'heure, comment les choses se passeront différemment. Mais vous avez voulu essayer de retracer un petit peu ce qui a pu se passer pour des femmes noires au moment où d'autres choses se passaient pour des femmes blanches ici. Oui, bonsoir. C'est un livre qui est parti de deux interrogations. D'une part, le scandale qui se déroule dans les années 70, donc assez tardivement à l'île de la Réunion, où chaque année, entre 6 000 et 8 000 femmes sont avortées sans consentement et stérilisées. Certaines sont enceintes de 6 mois à 7 mois par des médecins blancs français qui sont à la Réunion et qui ont en plus gagné des millions sur ces avortements forcés en se faisant rembourser par la sécurité sociale de tous ces actes médicaux. Il y a un moment dans 70, ils sont attrapés. Il y a un procès, je vous passe les détails, mais le procès va se terminer, enfin le dernier procès aura lieu en février. Aucun des médecins ne sera condamné. Tous les médecins blancs partiront libres, à la fois pour l'avortement qu'ils ont commis et pour le détournement de millions d'argent. Et au même moment, l'avortement était un crime en France et les médecins étaient vraiment très terriblement condamnés. Les femmes étaient poursuivies, elles devaient aller avorter en Angleterre, en Hollande. Et tout. Bon, alors, donc, ce qui m'a intéressé, c'est d'une part pourquoi il y avait une telle impunité de ces médecins, pourquoi ils s'étaient sentis totalement légitimés de le faire. Et effectivement, ils étaient légitimés. Enfin, le gouvernement était derrière eux. Et d'autre part, pourquoi le mouvement de libération des femmes, qui 2 mois plus tard va publier le manifeste de 343 femmes qui déclarent publiquement avoir avorté, n'en parleront pas du tout, alors que cette affaire a quand même été publiée dans tous les journaux nationaux à l'époque, en première page du Monde, du Nouvel Obs, c'est-à-dire les journaux que ces féministes lisaient et qui publiaient leurs textes, puisque le Nouvel Obs en avait parlé de cette affaire et que le Nouvel Obs publiera le manifeste des 343 femmes. Donc qu'est-ce qui faisait que les femmes n'avaient pas du tout raccordé cette histoire et qui fera que la campagne pour la libération de l'avortement sera une campagne avec une relation justement au corps et à la reproduction qui est complètement basée sur les femmes blanches en Occident et sur leur conception donc de ce que c'était que la liberté. Et la deuxième question aussi, qui était, parce que je travaille depuis longtemps sur la question de l'esclavage et de la traite, c'est pourquoi dans l'histoire de la traite, on n'a jamais parlé des femmes. Je ne dis pas des femmes capturées, des femmes esclaves, mais du fait que s'il n'y avait pas eu des femmes africaines qui faisaient des enfants en Afrique, il n'y aurait pas eu, je veux dire, les négriers, chaque fois qu'ils allaient sur les côtes des côtes du continent africain, et qu'ils embarquaient entre 200 à 300 personnes, chacune de ces personnes avait une mère. Et donc le ventre des femmes noires a été exploité dans le circuit de la traite. C'est un rôle totalement invisible, on n'en parle pas. Elles ont été complètement... Leur ventre a été un capital, et leur enfant était un capital dans cet immense commerce d'êtres humains. Et pour moi, ça m'a intéressé de savoir pourquoi ce rôle avait été complètement masqué, rendu invisible. Mais je veux dire, les historiens n'en parlent pas, mais jusqu'à aujourd'hui, hein, on parle de ce qui se passe après pour les femmes noires. Où Macron parle de ce qui se passe maintenant et reproche aux femmes noires d'en faire trop. Voilà. Et puis après, oui, voilà, je passais aussi après la Seconde Guerre mondiale, quand on commence à parler de la surpopulation, et c'est les États-Unis qui vont conduire ce discours, et reprocher aux femmes qu'on appelait le tiers-monde de faire trop d'enfants, et quelles sont les causes de la pauvreté. Et une chose d'ailleurs qui fait écho avec la situation d'aujourd'hui, c'est que dès les années 50, la relation est faite par les États-Unis entre le fait de faire trop d'enfants, l'émigration, le fait que du coup les enfants vont partir et vont venir envahir l'Occident, et la question de la sécurité. Donc on parle déjà de terrorisme à cette époque, dans les années 50, dans les grands congrès de démographie, en faisant un lien entre démographie, enfin que les femmes racisées qui font des enfants, et donc elles menacent le monde. Elles sont une menace terroriste sur le monde en faisant ces enfants qui vont devenir des migrants et qui vont menacer la sécurité du monde. Donc c'est toutes ces questions-là, avec le monde médical, la relation du monde médical aux femmes enceintes, au corps des femmes noires, au fait que justement ces avortements étaient pratiqués n'importe comment. Enfin, toute cette relation est pour moi extrêmement importante. Enfin, toute la question de la santé, de la reproduction et du rôle des femmes noires. Mélissa, quand on est une artiste, comment est-ce qu'on
on transcende cette difficulté qu'on connaît toutes et que peut-être certaines d'entre nous mettent un mouchoir dessus parce qu'on grandit dans un pays blanc. Comment est-ce que vous avez... on a compris votre intérêt pour Harriet Dallach et son origine dans votre parcours estudiantin, mais comment est-ce que ça se transforme? Est-ce que ça peut se transformer, ce rapport difficile du corps de la femme noire à sa présence au monde et à son rapport au médical, son rapport à la façon d'être sous-traité, maltraité? Oui, pour moi, il n'y a pas que Harriet Dallach. Je rappelle que je fais des études en éthique, notamment en bioéthique. Et du coup, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était la relation entre le corps médical et les patientes, donc particulièrement les patientes étrangères, parce que je pensais à ma mère qui a eu un cancer. Avant que je sois née, c'est une histoire assez folle, mais on va en parler plus tard. Du coup, ma mère a eu un cancer du cervix, comme Henrietta Lacks, donc c'est pas par hasard que je suis intéressée. Et elle en a survécu, mais ma mère n'a pas voulu voir de médecin pendant très longtemps, en fait. Et elle avait déjà commencé à écrire son testament et tout. Et elle a dû vraiment être encouragée à suivre un traitement et encouragée par ses amis. Donc, moi, j'ai toujours eu une sorte de... Après ça, j'ai travaillé, pour expliquer aussi, j'ai travaillé au Centre ressources des femmes, d'abord comme bénévole et ensuite comme directrice du Centre ressources des femmes de mon campus universitaire. Et donc, j'avais accès à énormément de ressources au niveau on avait une bibliothèque, en fait, qui était une ressource pour tous les étudiants et étudiantes. Pour moi, c'était assez important parce que je retombais régulièrement sur des femmes racisées, des femmes immigrantes, des femmes dont la langue première n'était aucune des langues officielles du Canada, qui me répétaient régulièrement qu'elles avaient du mal à parler à leur médecin, elles avaient du mal à approcher leur médecin les maltraitait ou leur manquait de respect. Et du coup, à cause de ça, par conséquent, elle n'allait pas suivre un soin, retrouver un soin. Ce que je trouve qui est horrible, parce que les femmes sont littéralement en train de mourir à cause des maladresses et des manques de respect des médecins occidentaux. On peut parler on en parle assez peu, mais du fait que l'accouchement, encore à l'heure actuelle, pour les femmes noires aux États-Unis, et je pense qu'on peut étendre ça au monde, tue le plus de femmes noires, exactement, que de tous les autres groupes. Et pour dire que, parce que j'ai eu un débat il y a peu de temps avec un monsieur qui me disait « Ah, mais c'est une question d'argent ». Non, c'est arrivé il y a peu de temps à Serena Williams, qui en accouchant, a failli mourir quand même. Parce que le doctorat et le milieu médical qui l'entourait ne la croyait pas. En fait, on ne croit pas les femmes noires, on ne croit pas quand elles expriment leur douleur. Et en fait, c'est pour ça que Lucy, Betsy et Narka, on ne les anesthésie pas. Parce qu'on pense que les Noirs, notamment les esclaves, mais notamment les femmes noires, on pense que les femmes noires ne ressentent pas la douleur comme les femmes blanches. Et ça reste dans le mental, dans les mentalités du corps médical aussi. Vous avez eu la délicatesse de ne pas en parler, mais on est entre personnes averties. Le spéculum, le spéculum a été développé avec ces femmes. Grâce aux femmes noires. Donc, Kiémis, je ne vous ai pas encore donné la parole, mais est-ce que quand on est une jeune blogueuse politiquement engagée, on va dire ça très clairement, est-ce que c'est aussi une question qu'on aborde, la question du médical, la question de la santé physique, de la santé mentale, parce qu'on ne va pas pouvoir tout aborder ce soir, mais c'est des choses qui sont très liées. Est-ce que c'est des sujets que vous avez envie de traiter et qu'on vous demande de traiter ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vais juste reprendre ce que tu disais, Mélissa, sur justement la conception le fait que, parce que Lucie et les autres esclaves noirs le fait que Lucie et les autres esclaves noirs étaient maltraités, c'était parce qu'on pensait que les femmes noires étaient insensibles à la douleur. Et parce qu'en fait, elles étaient exclues littéralement en fait, du genre, de ce qu'on considérait comme étant le genre féminin, puisqu'elles n'étaient pas des femmes blanches. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que dans notre afroféminisme, justement, c'est aussi toutes ces idées, ces stéréotypes qui sont coloniaux, qu'on essaie de déconstruire justement sur la question de comment aborder le genre de manière
j'ai envie de dire décolonial, même si c'est pas le terme, enfin, ce terme me pose question aussi, mais en fait, c'est un peu ça. Et donc, du coup, ça passe évidemment par le rapport des corps des femmes noires et comment il est considéré, et la société dans son ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que les espaces, donc je suis blogueuse et je suis sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait des espaces naître, des espaces de discussion entre femmes noires naître sur les réseaux sociaux et qui abordent ces questions directement. On a par exemple des groupes comme le Globule Noir qui a été créé, qui est un groupe qui s'occupe des questions de discrimination au sein du corps médical et dans l'hôpital en fait. Donc ça c'est possible, enfin c'est rendu possible et surtout rendu visible grâce aux réseaux sociaux. Après j'ai pas envie non plus de dépeindre les réseaux sociaux et Internet comme étant un monde enfin voilà parfait, parce que loin de là, puisque les femmes sont soumises à du cyberharcèlement et du cybersexisme encore plus que certaines femmes blanches. On a bien vu avec l'exemple de Diana Bott ou en France Rokhaya Diallo qui subit voilà, ces attaques. Mais c'est vrai que au sein de l'afroféminisme, la question de la santé, la question de la vision des corps des femmes noires, donc que ce soit dans le corps médical, mais plus largement dans la société, est primordiale en fait. C'est une question qui est souvent abordée. Là, quand on a l'exemple de Serena Williams qui a été qui a raconté en fait son histoire de maltraitance un peu, de maltraitance par le corps médical, parce que justement il y a un manque de confiance envers les femmes noires, et ça permet aussi d'ouvrir des débats, parce que on voit qu'en France il y a du travail universitaire qui existe sur ces questions, sur le traitement des femmes noires, mais je pense que Madame Vergès pourra en parler mieux que moi, et Internet permet aussi une accessibilité aussi, enfin je pense de ces travaux universitaires qui restaient peut-être avant dans des petits cercles, donc c'est intéressant. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que après avoir été des guinea pigs, parce que le médecin qui est à l'origine de la gynécologie en utilisant les corps des femmes noires, il les appelait ses cobayes. Oui, effectivement. Est-ce qu'on peut penser que maintenant qu'on a, espérons-le, un peu dépassé ça, bien que, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un film récent qui était The Gardener, un film qui se passe... vous voyez de quoi je parle. Le titre va pas me revenir. The Constant Gardener. The Constant Gardener, sur les expériences qui sont faites en Afrique par les laboratoires pharmaceutiques sur les populations. Est-ce que quand on sait tout ça, est-ce que on peut quand même le dépasser et envisager, souvent grâce à la science-fiction, il faut le dire, parce que c'est un peu ça le lien qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on peut envisager les femmes noires et les femmes et les femmes racisées dans un futur qui soit plus optimiste? Est-ce que en dépassant le fait que, par exemple, il y a encore une dizaine d'années, personne ne savait ce qu'était la drépanocytose, alors que ça concerne principalement les populations noires, est-ce que vous envisagez les choses de façon différente? Mélissa, est-ce qu'il y a des choses dans vos lectures, dans vos centres d'intérêt, comme Octavia Butler, comme... je sais pas, je pense... je vous dis ça parce que je pense au prochain film qui, à mon avis, sera un gros succès, qui s'appelle A Wrinkle in Time, voilà. qui en fait est basé sur mon livre favori de science-fiction quand j'étais petite fille. Voilà, qui s'appelle Un raccourci dans le temps en français et qui est un livre de Madeleine L'Engle. Ouais, Madeleine L'Engle. Et du coup, c'est au centre du livre, c'est une petite fille qui s'appelle Meg, elle vient d'une famille de génies. En fait, elle a des frères jumeaux. Elle a un petit frère qui est tellement un génie qu'il ne parle presque pas. Il a 5 ans, il ne parle pas, mais c'est une tête. Et en fait, ils ont perdu leur mère est scientifique aussi, et ils perdent leur père qui est un illustre scientifique, parce que il est perdu dans une autre galaxie, il est perdu dans l'espace-temps en fait, et qui a une grande noirceur. Pour moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché ce livre-là, parce que Madeleine L'Engle, elle a vachement fait un rapprochement entre le christianisme et la science-fiction. Et moi, j'ai grandi très catho.
on choisit pas nos parents. Mais j'ai grandi très catho et j'aimais beaucoup la science. Et pour moi, c'était une première fois que je voyais la rencontre des deux qui était assez belle. Et là, il y a Ava DuVernay qui reprend, on devrait dire Ava DuVernay, mais bon, elle dit Ava DuVernay, qui reprend le livre et qui a mis un casting presque entièrement racisé. Et c'est une famille interraciale. La maman est jouée par Gugu Mbatha-Raw, l'acteur Chris Pine qui joue le père, etc. Et des enfants qui sont arc-en-ciel, qui sont beaux, blablabla. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je trouve que le film, c'est excellent parce qu'on a donné un énorme budget à Ava DuVernay. On n'aurait jamais donné un énorme budget comme ça il y a 5 ans même. Le film de Black Panther, même chose, on n'aurait pas jamais donné un budget énorme à Ryan Coogler. Je pense qu'il y a une progression et une avancée. Après ça, moi, je pense que c'est la littérature, l'art, tout ce qui est afrofuturiste, c'est un mouvement qui est vachement optimiste parce que dans ma définition, il y a plusieurs définitions de l'afrofuturisme. Dans la mienne, c'est « In the future we exist ». Quand moi, j'avais mes grosses périodes de dépression quand j'étais adolescente, je me projetais pas. Ça, c'était le problème, c'est que je n'arrivais même pas à me projeter. Mes parents, ils voyaient que j'étais très intelligente. J'ai appris à lire à 2 ans. Et mes parents, ils n'arrivaient pas à me voir me concentrer sur mes études parce que je me disais, ça sert à quoi étudier ? Il y a quoi après ? Je ne serai jamais médecin. J'arrivais pas à me projeter. Et tous ces films qui sortent, tous ces livres de Nnedi Okorafor, des anciens livres d'Octavia Butler, ça encourage vachement parce qu'il y a la visibilité et puis il y a aussi cette vision d'une population qu'on a tendance à rabaisser pour dire qu'on n'est pas intelligent, on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela, qui a une technologie qui est supérieure. Je pense à Black Panther. Hello. Allez tous voir le film. Allez tous voir le film, même s'il y a des problèmes quand même. Moi, je trouve que le truc qui est incroyable, c'est on a rarement vu autant de personnes noires globalement à travers la planète être contents. Non mais c'est fou, c'est fou. C'est quand la dernière fois que vous avez vu des gens noirs heureux ensemble, je suis en train de célébrer Obama, à peu près. Ça, exactement. On va pas dynamiser l'élection, premier tour d'Obama. Mais c'est important de comprendre que, effectivement, on n'est pas dupe de Obama est un capitaliste absolu, impérialiste. Évidemment, c'est un film Marvel, et évidemment, c'est pour faire de l'argent et tout ça. On n'est pas dupe. Il n'y a personne qui est noir et dupe de ça. Mais je pense que c'est quand même important de comprendre que le film, enfin moi, quand je sors du film, c'est tout d'un coup, dans ce film, il n'est pas question une seule fois des blancs. Un peu à la fin, tout ça. Mais c'est pas eux le sujet. Et ça, c'est quand même assez essentiel pour se représenter et pour se projeter. Comme le dit très souvent Amandine Gay, ça aussi, c'est un film que vous devez voir, Ouvrir la voie. Parce qu'on a plusieurs personnes qui ont participé. Ce qui est quand même important pour nous, c'est que le blanc ne soit plus la couleur par défaut. C'est-à-dire que nous ne sommes pas l'autre couleur. Nous ne sommes pas les autres. Nous sommes aussi au centre que les Blancs de notre propre vie et de notre propre futur. Est-ce que pour toi, Kimis, est-ce que c'est important de se voir à l'écran ? Alors, c'est super important de se voir à l'écran. Moi, j'ai adoré Black Panther pour X et Y raisons, bref, que je ne développerai pas ici. Mais je pense... ouais, voilà. En fait, pour moi, je suis un peu militante. Et donc, je pense que quand tu es militante, tu es obligée d'être un peu optimiste, sinon tu te tires une balle. Donc, pour moi, il y a des endroits où je vois de l'espoir, parce que c'est nécessaire, mais, voilà, il y a toujours un mais. Il faut voir de l'espoir dans des choses qui sont réalistes et donc des actions qui sont réalistes. Par exemple, les 3 jeunes filles, des jeunes femmes, pardon, d'ailleurs peut-être plus âgées, des jeunes femmes qui ont protesté contre la statue de J. Sims à New York, parce qu'elle est... Voilà, donc J. Sims, c'est le gynécologue qui pensait que les femmes noires n'avaient pas de... Voilà, ne ressentaient pas de douleur, parce que c'est bien connu, on n'est pas des êtres humains. Voilà, et en fait, elles ont protesté contre ça, et la statue a été enlevée. Donc ça, c'est aussi des endroits où je me dis... oui, c'est possible en fait. Même si, je pense pas que je verrai ce monde parfait où on sera totalement vu comme être humain, etc. Mais je me dis que voilà, par des petites actions aussi, par des mouvements, par ces mouvements, on va créer en fait ce monde
où les femmes noires se poseront pas forcément la question de comment est vu notre corps par un corps médical trop blanc encore, quoi. Moi, j'ai une question par rapport ouais, là, ils ont défoncé la statue de G. Sims. Mais j'ai envie de demander à Françoise Vergès si vous pensez que cette statue aurait dû descendre. Moi, je pense pas. Parce que moi, je pense que les gens ne connaissent pas encore l'histoire de Lucy, Betsy et Anarcha et toutes les autres esclaves sur lesquels ils ont opéré. Pour moi, cette statue, elle sert d'une leçon. Et moi, je suis pas nécessairement pro de descendre les statues. Je pense qu'il devrait avoir il devrait ajouter une plaquette pour dire Don't do this again. Mais qui lit les plaquettes? Moi, je lis les plaquettes. Moi, je lis les plaquettes. Mais Françoise Vergès, on va savoir à votre avis. Je pense que quand même l'action qui a été faite contre cette statue a quand même fait connaître cette histoire beaucoup plus. Elle n'était pas connue du tout. Enfin, elle était connue de certaines d'entre nous, enfin les militantes et toutes les personnes qui s'intéressent à ça. Les plaques, je pense qu'on les lit très peu. Je pense surtout qu'il faut penser à ce qu'on voit dans les rues. Je veux dire, même au-delà de la question de cette statue, qu'est-ce qu'on voit dans les rues? On voit que des hommes blancs en monument. On voit que l'histoire des hommes blancs en monument. Et l'histoire des hommes blancs puissants. Bon, on voit pas celle des pauvres. Et donc, les villes sont des villes à la gloire du militaire, à la gloire des guerres impérialistes, des guerres coloniales, des guerres ici en France, des guerres napoléoniennes et tout. Donc, la gloire de la masculinité toxique, c'est ça? Voilà, je veux dire, l'espace est absolument plein de ça. Donc, pour moi, c'est cette question-là aussi. La question d'une rue, d'une ville où l'espace, de toute façon, est marqué par un État qui a été un État colonial, qui est toujours un État impérialiste et qui est toujours un État capitaliste. Donc, pour moi, ça serait poser la question, qu'est-ce que nous voudrions là? Ce serait peut-être une question justement futuriste. Quelle serait la ville? Quels seraient les monuments que nous voudrions voir? Peut-être d'ailleurs on voudrait voir une ville sans monuments. Parce que pourquoi des monuments? Mais ça, c'est la question qui m'intéresserait. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre des monuments? Le monument, il est toujours lié à l'État, il est toujours lié à un récit patriarcal, à un récit impérialiste. Alors on peut se dire, on va mettre des statues de femmes noires, mais moi, alors là aussi, j'hésite un peu là-dessus parce que j'ai l'impression que alors on va nous mettre 3 statues. C'est un peu un quota, quoi. Voilà, on va mettre 3 statues. Et puis il y a un risque de désacralisation de ces statues-là, bien plus important que sur les. Je ne sais pas si vous avez suivi le sculpteur qui a mis une statue d'une petite fille. Il y a à New York, il y a une statue d'un taureau très agressif et qui représente le capitalisme clairement. Et il y a quelqu'un qui a mis une statue d'une petite fille qui tient tête à ce taureau. Et la statue de la petite fille a très rapidement été désacralisée, alors que le taureau n'avait jamais été atteint ou touché jusqu'à présent. On peut se poser toutes ces questions, mais pour moi, c'est vraiment que de toute façon, les monuments qui sont faits, par exemple, qu'on voit à Paris aujourd'hui, ne sont que des monuments qui continuent à dire un récit qui de toute façon, nous exclut complètement. Et de toute façon, je ne ferai pas du tout confiance à l'état actuel de nous donner 3 statuts, même s'il les donne. Je pense que ça ne sera pas du tout un bon signe. Mais sur la question de se projeter, je pense que ça, c'est vraiment important, parce que moi, je pense beaucoup au fait qu'en Occident, aujourd'hui, on vous dit « Oh non, mais l'utopie, c'est mauvais. Il ne faut pas être utopiste, il faut être pragmatique. L'entreprise, etc. Il faut être pragmatique, réaliste, mais soyez réaliste. » Et que les utopies auraient mené tout à des dérives terribles, totalitarisme, etc. Et en fait, même dans le genre littéraire occidental, l'utopie est souvent suivie d'une dystopie, parce que justement, ça s'est mal passé. On aurait voulu créer un beau monde, et puis finalement, il y a eu des des femmes ensorceleuses ou des hommes, enfin, bon, bref. Et quand j'ai réfléchi à ça, je me disais qu'en fait, en tout cas, cette vision de l'utopie, cette idéologie sur l'utopie, le Sud, le monde racisé, n'a connu que la dystopie à partir de la rencontre avec l'Europe. Génocide, esclavage, traite, impérialisme, et encore aujourd'hui, Afrique pillée, Amérique du Sud pillée, Caraïbes pillée, Asie pillée. Esclavage encore. Donc, en fait, nous pouvons justement, comme nous sommes familiers de la dystopie. C'est pas pour nous un genre, c'est pas un genre littéraire, c'est une réalité vécue.
Justement, c'est là que l'utopie retrouve sa force, complètement. D'imaginer que ce qui nous est présenté comme naturel, comme le jour et la nuit, ben voilà, c'est comme ça. Hein. L'économie néolibérale, ben voilà, c'est comme ça. L'économie d'extraction qui détruit l'Afrique, ben voilà, c'est comme ça. De toute façon, ça produira de l'argent. Et de se dire que ben, justement, ce qui est naturel ne l'est pas, doit être dénaturalisé, et que c'est là que la force créatrice, l'énergie créatrice de l'utopie peut faire naître quelque chose qui n'est pas justement de la communauté, mais qui est de la pensée, de pouvoir se projeter dans un avenir dont on ne sait pas ce qui va être finalement. Et pour moi, le point de départ, ça vous parlera, c'est le serment de Boukman, le serment du bois caïman. Parce que... Est-ce qu'on peut expliquer à ceux qui ne seraient comme moi des candides absolus et qui ne connaîtraient rien à rien? Les Haïtiens, pour se libérer de l'Europe, ont fait une cérémonie vaudou et ils ont gagné. Et That's all you need to know. Et quand ils font cette cérémonie, ils ne le savent pas du tout. Je veux dire, l'esclavage est là, l'esclavage est soutenu par l'Église, l'État, la culture, les lois, tout fait que... Et ils se rassemblent au bois caïman. En plus, c'est une nuit d'orage, il y a des éclairs, il y a la pluie. Et ils font le serment de se battre jusqu'à la mort pour obtenir la liberté. Et ils vont l'obtenir, et ils vont créer la République d'Haïti en janvier 1804. Et je trouve que là, c'est cette force pour moi de la pensée, de casser, vous voyez, de rompre, de complètement déchirer ce qui est présenté comme naturel et de faire advenir autre chose. Donc pour moi, c'est ça le futurisme. Et la projection aussi, c'était que quand ils ont créé la Constitution, ils ont mis en sorte que pour se déclarer, tout le monde peut se déclarer haïtien, mais pour être déclaré haïtien, il fallait se déclarer noir. Et c'est la première république dans le monde, c'est pour ça qu'on dit république noire, c'est parce que tout le monde qui était là, il y avait des Syriens, il y avait des Palestiniens, il y avait des gens de partout, il y a des Polonais, les Polonais, exactement, mais tout le monde devait se déclarer noir avant pour se déclarer haïtien et pour devenir propriétaire de terres haïtiennes. C'est ça le truc, c'est qu'ils ont carrément changé le discours, ils ont changé la narrative et ils ont créé des lois qui les libéraient. Ils faisaient du noir la couleur universelle contre le blanc qui était alors la couleur universelle de la liberté. Donc on est là dans ce que vous disiez au début, ce que les femmes noires ont sauvé le monde grâce à Henrietta Lacks. Et bien là, d'une certaine manière, ils annonçaient au monde que quelque chose était possible, que autre chose était possible que ce qui était à l'époque la loi du monde.